proposition de loi en décembre dernier visant à garantir le droit d'accès aux origines personnelles via justement des tests génétiques. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on a en visio, donc on a un format un peu mixte, Madame Catherine Bourguin, qui est directrice de recherche et qui est généticienne, sociologue des sciences et de la santé, et qui nous a fait l'honneur d'être là aussi à distance, puisqu'elle est en Suisse aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'être présente. Ce qu'on va vous proposer comme format d'audition, c'est un format un petit peu différent, un peu dynamique, puisque l'idée c'est d'avoir une audition contradictoire. Donc là, après cette audition, vous allez devoir un petit peu vous positionner sur l'un ou l'autre des scénarios qui vous est proposé, donc la légalisation des tests en accès libre et, ou bien le maintien d'interdiction. Et donc pour ça, c'est important que vous puissiez avoir en tête un petit peu les principaux arguments en présence. Et donc c'est l'idée de cette audition, de pouvoir débattre, discuter ensemble des aspects positifs, négatifs de chacun des scénarios. Et donc c'est pour ça qu'on a avec nous deux intervenantes qui portent une position différente sur certains points, peut-être semblables sur d'autres, mais en tout cas qui présentent une pluralité de points de vue qui est assez importante et précieuse pour nous à ce stade du dispositif. Donc on va avoir une petite présentation de 5 minutes pour chacune des intervenantes qui vont vous présenter un petit peu d'où elles parlent en fait, quelles sont la position qu'elles soutiennent et quels sont leurs travaux en lien avec ce sujet-là des tests génétiques en accès libre. Et puis ensuite on aura 40 minutes où on va prendre des phrases, des affirmations un petit peu clivantes qui suscitent le débat. Et sur chacune des phrases, chacune de nos intervenantes vont un petit peu exprimer leur point de vue, dire si elles sont d'accord ou pas d'accord avec la phrase proposée. C'est en fait un petit peu des prétextes pour lancer la discussion et vous aussi ensuite vous pourrez réagir, on prendra 2-3 réactions sur chacune des phrases. Donc l'idée c'est de faire ça pendant une quarantaine de minutes et puis ensuite de passer à un temps d'échange libre. Voilà sur le programme, donc on est ensemble là jusqu'à 15h15. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Madame la députée. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Natalia Pouzirev, je suis élue depuis 2017. Je siège à la Commission de la Défense. Pour autant, je m'intéresse à des sujets avec une portée sociétale, je dirais. Donc, je me suis particulièrement investie sur projet de loi puis proposition de loi fin de vie, la révision de la loi bioéthique et je m'intéresse beaucoup aussi à la problématique de la santé mentale des jeunes. Mais sinon, voilà, mes sujets sont plutôt dans le domaine de la défense, de la sécurité, l'Ukraine et tous les conflits que l'on connaît en ce moment. Pour autant, oui, donc sur le sujet des tests ADN, c'est à l'issue, je dirais, de travaux, d'auditions, de rencontres, d'échanges, qu'on a pu déposer une proposition de loi qui n'est pas parfaite et dont on pourra discuter de façon plus approfondie avec vous, mais qui part déjà de ma conviction première que le droit d'accès à ses origines personnelles est un droit fondamental. Donc pour moi, c'est un droit fondamental. D'ailleurs, il est consacré par plusieurs textes internationaux. Vous le savez peut-être déjà, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 8, la Convention internationale des droits de l'enfant de l'Assemblée générale des Nations unies, dont l'article 7 reconnaît à l'enfant, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents. Je cite. Alors, si j'en suis particulièrement convaincue, bien sûr, chacun a des ressorts personnels, mais c'est aussi parce que j'ai entendu les associations. La société évolue, puis il y a une demande sociétale assez forte. Les associations, surtout de personnes qui sont en recherche de leurs origines. Donc, celles-ci m'ont exprimé leur désarroi quand on parle de tests récréatifs, alors que c'est connaître leur histoire familiale qui est en jeu et ça les touche au plus profond d'eux-mêmes. Alors, ça peut concerner des enfants issus d'un don de gamètes, les nés sous X. Donc, ça pose des questions beaucoup plus larges, bien sûr, mais je dirais qu'on ne peut pas rester insensible à ce besoin,
c'est plus qu'un désir, d'en connaître sur son histoire personnelle. Par ailleurs, moi, je suis persuadée que les secrets de famille, ils finissent toujours par être révélés d'une façon ou d'une autre. Et de toute façon, c'est compliqué à gérer, et dans toutes les familles. Il y a des cas complexes, même si on ne parle pas de filiation, de choses comme ça, mais ça finit par ressortir un jour ou l'autre. Et de fait, avec les tests ADN, vous savez que si vous allez donc sur les plateformes dont vous avez entendu parler, 23andMe et MyHeritage et autres, vous pouvez cocher une petite case qui vous dit, voilà, vous pouvez avoir accès à votre parentèle. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ces associations qui m'ont dit avoir retrouvé des petites nièces, des cousins éloignés en 48 heures. Donc, de fait, le secret ne tient plus parce que dans les bases de données, il y a une accumulation déjà, dans les bases de données qui sont disponibles, d'informations sur le patrimoine génétique de familles entières. Aujourd'hui, ce qui me choque aussi en tant que législateur, c'est que la France, au sein de l'Union européenne, est le seul pays, avec la Pologne, à interdire ces tests. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Certainement beaucoup de prévention liée à ce qu'on appelle la marchandisation du corps, la volonté aussi de protéger, préserver l'accouchement sous X, parce qu'on disait c'est un droit des femmes fondamental. Toutes ces questions-là, elles sont, moi je les entends et je me les suis posées aussi. Mais voilà, la France est une exception. Donc, en tant que législateur, je me dis, est-ce que la loi que nous avons aujourd'hui, elle tient la route? Pour moi, elle est inique, puisqu'on sait qu'il y a environ 200 000 Français qui procèdent à des tests récréatifs par an aujourd'hui et qui auraient environ 1,5 million de Français qui ont déjà recours. Moi, je vois que certaines personnes les offrent à Noël, c'est sous le sapin de Noël. Donc là, on sort effectivement de tout cadre assez facilement. Et je pense qu'avec l'évolution, eh bien, on va avoir un recours peut-être de plus en plus débridé à ces tests récréatifs avec des personnes qui ne sont pas forcément au courant des implications. Et donc, mon idée, c'était d'encadrer un peu mieux ça au départ, mais on voit que c'est très difficile et on reviendra dans le débat. On bute très vite sur des difficultés, comment encadrer ça. On peut sécuriser les données, on en reparlera, par le RGPD, tout ça, ça c'est un fait. Mais en fait, on se pose quand même devant une question qui est, si on dépénalise et on légalise, on peut mettre des bornes, mais ça ouvre quand même tout un champ. Il ne faut pas de questionnement. Et on y reviendra aussi. Moi, ce qui m'a motivée aussi, c'est, puisque j'étais partie prenante de la commission spéciale sur la révision de la loi bioéthique, c'est que maintenant, il y a une inégalité de droit, puisqu'on a autorisé les enfants qui naissent, donc à partir de 2022, donc ça sera applicable en 2040, mais puisqu'ils auront à leur majorité 18 ans, on les autorise à connaître, les enfants donc issus d'un don de gamètes seront autorisés à connaître leur donneur de gamètes. Or, donc c'est une avancée, la société y était prête, ça a été voté donc en 2021, mais pour les personnes qui sont nées issues de PMA avant, elles n'y ont pas accès, et les enfants nés sous X n'ont pas accès à ce droit aussi. Donc, de fait, ça a introduit une inégalité en droit, notamment en ce qui concerne l'accès aux antécédents médicaux. Parce que si jamais vous déclarez une maladie potentiellement héréditaire ou je sais quoi, et que vous pouvez avoir accès quelque part à un des géniteurs, on peut quand même remonter. Alors là, je ne parle pas de prédisposition médicale, hein, attention, je parle effectivement des antécédents médicaux. Est-ce que dans la famille, on a le cas de tel type de cancer ou autre, ou je ne sais pas. Donc, sans rentrer dans les détails, pour moi, il y a une inégalité de droit qui existe, en fait, entre différentes catégories de population. Enfin, comme je vous l'ai dit, je suis à la Commission de la Défense, je suis très attachée aux questions de souveraineté. Et moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'on n'avait pas de base de données en France ni en Europe et qu'on n'était pas du tout souverain sur des données qui sont personnelles et très sensibles. Très sensibles. Parce que s'il y a une exploitation et une dérive de l'exploitation de ces données, notamment s'il y a un caractère médical,
là, on est, je veux dire, on est face à des détournements graves. J'ai beaucoup tourné autour du sujet, mais en parlant aussi avec les associations, et c'est une limite aussi de l'exercice, c'est que finalement, nous avons beaucoup de données qui sont en stock, enfin, dans un vivier, qui est à l'étranger. C'est déjà fait. On l'a déjà pris, le retard. Alors, je sais qu'on en a parlé, peut-être qu'avec Sylvie, on en reparlera de ça, des données qui existent, parce que pour des raisons médicales, on a recueilli l'ADN de certaines personnes qui étaient malades. Mais je veux dire, c'est loin d'être la population générale de bases de données israéliennes ou américaines, puisque c'est essentiellement ça, qui ont croisé des données en population générale, hein, et à travers le monde. Et si aujourd'hui, et vous l'avez entendu ce matin, j'ai assisté un peu à la fin de vos débats ce matin, si aujourd'hui on était privé de ces bases de données, repartir de zéro, mais on reprend un retard énorme. Donc finalement, et la police dit bien, elle va passer parfois par le FBI pour avoir accès aux bases de données américaines. Donc on ne peut pas se priver non plus de tout ce vivier de données qui existe. Dire on interdit les bases de données étrangères, en fait, ça ne va pas rendre service à ceux qui veulent vraiment chercher leurs origines, puisque maintenant, comme je vous le disais, en 24-48 heures, ils y arrivent par des croisements, parce qu'il y a ce vivier d'informations qui est déjà là. Mais néanmoins, on peut aller vers une gestion différente de ces données et progressivement bâtir des bases de données en propre en France ou en Europe, au niveau européen. Enfin, en tout cas, moi, Voilà, donc je me suis posé la question de la souveraineté. Pour ne pas être plus longue, moi, je me suis dit, il vaut mieux, plutôt que de faire comme les trois petits singes, c'est-à-dire, j'entends pas, je vois pas, je parle pas, non, personne, tout le monde respecte la loi, alors que la loi n'est pas appliquée, c'est interdit. Je me suis dit, il vaut mieux se poser la question. Je sais que vous êtes là pour ça et pour essayer d'y répondre, et qu'il vaut mieux essayer d'accompagner, et je pense surtout à l'accompagnement qui peut intervenir pour les personnes qui sont en recherche de leurs origines, qui peut être fait par les agences publiques. Il y a le CNAOP pour l'accès aux origines personnelles, la CAPAD pour les enfants issus de PMA, mais en tout cas, qu'il vaut mieux prévoir un cadre qui nous satisfasse, nous tous, en tant que citoyens. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Madame Bourguin en précisant que là, on ne rentre pas dans le débat. Là, c'est juste une présentation et ensuite, après, on ira dans le débat sur les sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, je voudrais d'abord vous présenter mes excuses de ne pas pouvoir être présente physiquement avec vous. Je suis donc au bord du lac Léman, un engagement que j'avais pris de longue date. Mais c'est vraiment important pour moi depuis longtemps, ce débat démocratique sur les questions scientifiques et techniques. Et je trouve que le dispositif auquel vous participez est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'en dépit du fait que je ne pouvais pas être présente, j'ai accepté d'être en visio. Alors, Tassadit l'a dit, je suis directrice de recherche à l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Au sein duquel je dirige depuis 8 ans un centre de recherche en sciences sociales de la santé. Et dans mes propres travaux de recherche, je m'intéresse depuis quelques années à la façon dont les tests génétiques se déploient dans le soin. Autrement dit, comment ce qui est au départ des innovations technologiques, scientifiques, deviennent ou pas des innovations pour mieux soigner entendu autant du point de vue des soignants que des patients concernés. Mais en fait, ça, c'est ma seconde vie scientifique, puisque j'ai commencé ma carrière scientifique comme généticienne, spécialisée dans les maladies humaines, et plus spécifiquement encore dans le développement de méthodes mathématiques et statistiques pour traiter ces données génétiques dont on parle aujourd'hui. Alors, lorsque les premières sociétés qui se sont mises sur le marché pour vendre des tests génétiques aux consommateurs ont été lancées aux États-Unis, c'était en 2007. Je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque, j'étais dans ma première vie de généticienne. Et je me souviens de la colère qui nous avait pris avec mes collègues de l'époque contre ce qui était pour nous un commerce de risques génétiques de maladies que nous jugions
totalement mensongers, dans la mesure où ce sont des tests qui étaient vendus pour des maladies complexes. Alors, ce qu'on appelle, nous, maladies complexes, c'est par opposition à maladies génétiques, des maladies pour lesquelles il n'y a pas une cause génétique unique, mais ce sont des maladies qui sont liées en partie à la génétique, mais beaucoup aussi à l'environnement, par exemple le diabète de l'adulte. Et que donc ces sociétés promettaient de vendre des risques qui n'intégraient que l'information génétique et pas du tout l'environnement, le mode de vie, et en plus l'information génétique était très simplifiée. Donc nous étions en colère de ce que nous considérions d'ailleurs comme un dévoiement des travaux de recherche que nous menions depuis plusieurs années. Et puis, il y avait en parallèle de ces risques sur la santé, évidemment, ces informations relatives aux origines. C'est ce qui était avancé comme des révélations des origines et qui, là, c'est pareil, consistait en fait à comparer l'ADN du client ou de la cliente avec des bases de données qui avaient été collectées dans le cadre de recherches de personnes actuelles, pas de personnes des origines, donc, et qui étaient donc ces personnes dans les bases de données qui, pour le plus souvent, déclaraient être originaires de telle ou telle population ou de telle ou telle confession religieuse, puisqu'il y avait aussi des catégories religieuses. Et donc, ce n'était pas la généalogie au sens habituel du terme, on ne remontait pas l'histoire de la famille, mais par contre, on faisait des calculs mathématiques, c'est-à-dire que pour faire la comparaison entre la donnée individuelle et les bases de données, il faut faire des modèles mathématiques plus ou moins compliqués, mais qui ne sont donc loin d'être des vérités absolues, puisqu'elles sont dont la valeur dépend de la qualité des modèles qui ne sont jamais parfaits. Voilà, donc dès le départ, j'ai été mobilisée sur ces questions et c'est d'ailleurs en partie avec ces questions que j'ai opéré mon changement de discipline scientifique parce que je l'ai trouvée extrêmement sérieuse et j'avais envie de poursuivre mes interrogations. Alors, venons-en à aujourd'hui, donc près de 20 ans plus tard, je considère toujours aujourd'hui que légaliser ce commerce en France serait une mauvaise bonne idée. Voilà, je vais prendre un peu le contrepoint de ce qui est dit, mais sans faire du tout de réponse point par point, parce que ce n'est pas l'objectif. Je voudrais insister sur trois éléments. Alors, le premier, alors vous en avez certainement discuté ce matin, je n'étais pas avec vous, mais la loi française impose depuis longtemps, depuis qu'elle régule ça, pour faire un test génétique, qu'il y ait l'intervention d'un professionnel. Un professionnel qui peut être un médecin, qui peut être un policier spécialisé dans les questions de médecine scientifique, qui peut être un chercheur, puisque c'est autorisé uniquement pour la recherche, pour la santé et pour les enquêtes judiciaires en lien avec la justice. Et pourquoi un professionnel? Un professionnel qui doit pouvoir informer, le cas échéant, loyalement les personnes concernées, qui doit pouvoir interpréter les résultats au regard des connaissances disponibles et aussi de tout ce qu'on ne sait pas, de toutes ces incertitudes qui sont importantes. Et pourquoi cette règle qui impose le professionnel? Eh bien, en fait, parce que depuis le début de la génétique humaine s'est développée depuis la fin du 19e siècle, pour faire court, mais tout le monde sait que c'est un savoir complexe, qui est profondément empreint d'incertitude, car, je l'ai déjà dit, mais je réinsiste, la génétique est toujours en interaction avec les conditions d'environnement, au sens large, l'environnement dans lequel on vit, ce qu'on mange, le sport qu'on fait, mais aussi le social de façon générale. Et donc, c'est toujours extrêmement compliqué d'interpréter une information génétique si on n'a que ça. Et même quand on a des informations additionnelles, il faut articuler, faire tenir ensemble l'information génétique, ces autres informations extérieures, c'est toujours extrêmement compliqué et c'est pour ça qu'il faut des professionnels qui soient vraiment experts de ce travail d'interprétation. Donc ça, c'est la réalité de ce que vivent les généticiens qui sont voilà, au chevet de ces informations. Et puis de l'autre côté, il y a l'imaginaire collectif dans lequel nous baignons tous, nous aussi, généticiens, on baigne là-dedans, qui est que ça serait un savoir, une technologie extrêmement puissante qui permettrait de révéler une vérité scientifique, une vérité naturelle, biologique, je ne sais pas, tout ça c'est un peu extrapolé, mais qui serait
donc une vérité indépendante du social qui est toujours si complexe. Enfin, des solutions simples, rapides. On pourrait avoir rapidement des informations sur ses apparentés, par exemple. Et donc cet imaginaire fort, qui est parfois vrai, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui est souvent faux, en fait, c'est ça le problème, c'est comment on pèse le pour et le contre, a pour conséquence pratique que des interprétations erronées et fausses de la génétique peuvent être extrêmement délétères et difficiles à combattre pour les personnes concernées. Et je pense notamment aux erreurs judiciaires, par exemple, qui sont liées à des erreurs autour de l'analyse génétique, c'est-à-dire qu'une fois que l'ADN a parlé, contrer ce que l'ADN a dit a toujours été un souci majeur dans les cours de justice. Ça, c'était mon premier point. Donc, l'importance de l'incertitude des professionnels. Le second point, c'est que cet accompagnement par les professionnels, il a un coût, hein, parce qu'il faut une expertise, que cette expertise est rare, et qu'en France, les tests sont autorisés, financés par l'État, je l'ai dit, mais je le redis, pour la santé, la justice, la recherche. Et en conséquence de quoi, c'est la puissance publique qui évalue l'utilité de faire ces tests au regard des coûts financiers, et puis aussi des effets collatéraux que peuvent avoir ces tests. En santé, on a des mesures de l'évaluation pour l'amélioration de la santé de la génétique qu'on va balancer avec les coûts. En matière de police, par exemple, il y a un enjeu, vous en avez certainement parlé ce matin, à faire en sorte qu'à la fois on puisse informer les décisions de justice, mais on puisse aussi respecter les droits fondamentaux des personnes humaines. Donc voilà, ça c'était mon deuxième point sur la question de qui paye avec quelle évaluation des coûts et des bénéfices. Et puis pour ce qui est de mon troisième point, ça concerne donc plus spécifiquement les tests dits d'origine ou généalogique. Je l'ai déjà évoqué, mais pour ce qui est de ce qui est appelé test d'origine, ces proportions qui sont fournies ne sont pas des proportions d'origine, ne sont pas des informations solides. Ce sont des constructions qui peuvent être plus ou moins solides et surtout qui peuvent aussi être utilisées pour assigner les personnes à des catégories qu'on peut parfois qualifier d'ethno-raciales, de religieuses. Et on le voit aux États-Unis où ces tests sont les plus développés. Ils sont utilisés par certains mouvements suprématisme blanc. Ça a été bien décrit par des collègues qui s'intéressent à ça aux États-Unis. Et puis, on l'a vu aussi quand une des premières sociétés de tests sur Internet qui s'appelle 23andMe, 23 et moins, a été piratée. Il y a eu des fuites de données. Et dans ces fuites de données, un des éléments qui était mis en avant était en lien avec la religion des personnes concernées. Donc, on voit que ça peut facilement servir à ça. Pour ce qui est des tests informatifs pour la recherche de parenté proche, donc là on parle vraiment de y a-t-il un père, une mère, un frère, un cousin, etc. dans la base, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que la séquence d'ADN, l'information sur l'ADN qui est mobilisée pour avoir ces informations de parenté, c'est la même information qu'on va pouvoir utiliser, le cas échéant, pour faire des inférences, pour avoir des informations sur la santé. On ne peut pas avoir une séquence qui servirait uniquement à regarder des apparentements, sauf si on utilise une séquence très réduite d'ADN, comme celle qui est utilisée dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, pour lequel, là, c'est juste l'identification et la parenté qui sont possibles. Et enfin, pour terminer, je m'arrêterai là. Oui, parce que... Voilà, c'était... Voilà, j'ai fini. En fait, on en parlera après. Donc, pour finir, je le dirai tout à l'heure, mon dernier élément. Merci beaucoup, merci à toutes les deux pour cette présentation. Donc, on passe à la deuxième étape. On a peut-être un tout petit peu de retard, mais c'est pas grave, on va faire un peu plus rapide sur les phrases. Donc, la première affirmation qu'on vous propose, sur laquelle on vous propose de débattre, on en a déjà un petit peu parlé, ce serait donc l'idée de dire tout individu devrait avoir le droit d'accéder librement à ses données génétiques et à ses origines. Et je vais laisser d'abord la parole peut-être à Madame la députée sur ce point, en précisant peut-être juste que la proposition de loi que Madame Pouzireff porte, c'est vraiment sur l'accès à ses origines et c'est pas sur le volet médical. Juste peut-être pour clarifier aussi l'intervention. Voilà. Oui, là, on va rentrer dans les précisions concernant cette proposition de loi, mais en fait, on l'a restreinte d'abord aux personnes majeures.
Or, test à vocation à donner des prédispositions médicales. Donc, c'est les données génétiques, généalogiques, qui me semblent importantes. C'est la raison pour laquelle ça me semble important de légaliser, dépénaliser les tests ADN, parce qu'ils donnent accès effectivement au plus grand nombre. C'est une question aussi de libre arbitre, hein, comme certains l'ont dit. Si, en plus, c'est sur une forme, je dirais, payante, vous payez, c'est une forme de consentement, c'est même le consentement, c'est du libre arbitre. Vous voulez avoir accès à vos origines géographiques. Moi, je ne me suis pas attachée à ça, comme je vous l'ai dit, c'était plus par rapport aux problèmes de personnes en recherche de liens familiaux. Mais à la limite, est-ce que vous attendez à ce que ce soit véritablement exact de savoir que vous avez, je ne sais pas moi, 36,1% qui vient d'Afrique et 10% de Suède, enfin, ou alors est-ce que vous le faites dans un esprit voilà, de curiosité pure. Moi, je me suis attachée à la dépénalisation, légalisation par rapport au droit fondamental, je reviens toujours, d'avoir accès à ses origines. Comme je vous l'ai dit, il y a une inégalité en droit par rapport à la révision de la loi bioéthique de 2021 pour certaines personnes. Pour en revenir à ce droit majeur, et si je prends des échanges qui ont eu lieu avec des personnes qui sont nées sous X, notamment une personne qui avait 80 ans, elle m'a dit il y a pire que de naître sous X, il y a mourir sous X. Donc, en ayant passé toute sa vie dans une quête qui n'a jamais été véritablement résolue. Et c'est vrai qu'avec l'aide de personnes qui connaissaient un peu la démarche, elle a pu retrouver, en passant par ces tests ADN, très vite une trace familiale. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir un contact après, et ça pose d'énormes questions. Je suis bien d'accord sur tout ce qui concerne la parentèle et les filiations. En l'état actuel du droit, l'accès à ses origines est garanti par la Convention des droits de l'enfant, la Convention européenne des droits de l'homme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas être plus longue parce que je reste sur voilà, mes fondamentaux, si vous voulez, de l'accès aux origines pour toute personne. Et je mets le récréatif de côté, mais les prédispositions sont clairement exclues, enfin les tests à vocation sur des prédispositions médicales sont clairement exclus du scope de cette proposition de loi. C'est bon de le rappeler, effectivement. Merci beaucoup. Allez-y, Madame Bourguin. Oui, en fait, la question, elle est quand même très large, hein, parce que moi, j'entends bien que là, Madame la députée, vous la restreignez à la question de la proposition-là que vous avez faite et sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, mais cette question de tout le monde a-t-il le droit d'accéder librement à ces données génétiques, elle est quand même assez fréquemment posée comme telle. Et pour moi, il y a plusieurs questions, parce que d'abord, qu'est-ce qu'on entend par données génétiques? Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme précision de caractérisation de l'ADN? Et du coup, qu'est-ce qu'on va rendre possible comme information si on veut vraiment aller la chercher? C'est-à-dire qu'il y a l'information qu'on dit vouloir mobiliser, et puis il y a celle qui est là dans les bases, et dans les entreprises, et qui pourrait être utilisée facilement à d'autres fins. Donc, c'est quand même important de savoir quelle quantité d'informations on collecte par rapport à ce qu'on cherche à savoir. Voilà. Et souvent, aujourd'hui, on collecte beaucoup plus que ce dont on a vraiment besoin pour répondre aux questions. Parce qu'en fait, si on veut que des parents et des enfants, le FNAEG tel qu'il fonctionne aujourd'hui, avec ses 21 ou 22, je ne sais plus, marqueurs sur l'ADN, suffisent en fait à faire de la parenté de façon précise. Mais pas tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est une première question. Et puis la deuxième question, c'est finalement l'enjeu de l'ADN. Par définition, il est partagé. En
fait. L'ADN, on le partage avec nos proches parents, nos frères et sœurs, nos cousins éloignés, et même au sein des populations humaines. C'est pour ça qu'on utilise pour avoir des indications d'origine. On est plus proche génétiquement des gens qui sont nés dans le même coin que nous, globalement, que ceux qui sont nés plus loin. Donc, ça veut dire que notre ADN, dans son énorme majorité, il est aussi l'ADN de tous ses proches. Voilà. Et donc, accéder librement, donner son ADN, c'est toujours aussi donner celui de ses enfants, de ses parents, de ses frères et sœurs. Et si on a une caractérisation fine de l'ADN, on va aussi donner celui de ses cousins éloignés, etc. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois individuel. Si on regarde des points très précis, il nous est spécifique. Mais si on regarde tout, il est très peu spécifique. Donc, c'est un enjeu majeur de quels vont être les impacts de ces révélations pour les personnes qui vont être révélées, là, on vient de le mentionner, mais aussi par le fait qu'on va donner à ces bases l'ADN de toute une série de personnes avec nous, en fait. Il n'est pas strictement individuel. Et donc, la question de comment poser les enjeux collectifs devient au moins aussi important que les questions individuelles. On ne peut pas se résoudre de mon point de vue, encore une fois, et on est là pour en discuter, mais on ne peut pas se résoudre à réfléchir à ces questions en ayant en tête que les difficultés individuelles, et qui peuvent être très fortes, je ne le nie pas, mais il y a aussi des enjeux collectifs qui sont au moins aussi importants à avoir en tête au moment de décider. Oui, je rajouterai, juste parce que j'avais prévu ce point lors d'une autre question, mais moi je suis tout à fait d'accord qu'il y a une dimension vertigineuse, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait ce débat, parce que ça dépasse le seul cas de la personne. Quand on fait un test ADN, on révèle une partie de son patrimoine génétique, donc son ascendance, et sa descendance aussi. Et là, ces personnes-là n'ont pas donné le consentement. Donc, c'est tout à fait vrai. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même 1,5 million de Français qui ont fait les tests et sans avoir peut-être conscience de ça. Donc, moi, je préfère qu'on fasse de façon éclairée des tests ADN avec un certain cadre, si vous voulez, plutôt que de le faire d'une façon purement, je dirais, spontanée. Mais ça implique certainement une question au regard du droit à la vie privée. Et c'est un point qui est toujours très important pour les législateurs, bien sûr. On l'a fait avec la révélation, l'obligation pour les donneurs de gamètes en PMA à partir de 2022, c'est septembre 2022 que le décret est passé, je crois, de déclarer leur identité. Voilà. Maintenant, je pense qu'on va dans un monde où, avec les évolutions de la technologie, ce sera beaucoup plus difficile de conserver des barrières telles que ça, et que finalement il vaut mieux accompagner par le cadre légal les évolutions de la société et se poser ces questions et essayer d'y répondre. Peut-être que l'on peut inclure d'ailleurs des recommandations en disant lorsque vous allez faire ce test, est-ce que vous savez que cela engage au-delà de vous tout votre patrimoine génétique et sans travailler sur la question du consentement en remontant aux générations avant et en se projetant dans l'avenir, mais travailler quand même, vous pouvez réfléchir à ça, à une façon d'éclairer les personnes pour leur montrer que ça n'engage pas que leur seule vie personnelle. Merci beaucoup. Est-ce que sur ce premier point, il y a des réactions ou des questions est-ce qu'on passe au suivant et on enchaîne? Toujours un temps après de questions-réponses. Donc, le deuxième point, c'est vraiment l'idée de dire maintenir l'interdiction des tests génétiques en accès libre n'a plus de sens, puisque les Français peuvent déjà les réaliser à l'étranger et le font déjà. C'est un petit peu abordé là dans ce premier point, mais peut-être que là on peut poursuivre sur ce point-là. Je ne sais pas, est-ce que vous... Très vite, comme
je disais, moi j'étais très attachée à la question de la souveraineté des bases de données au départ, et aussi à me dire il faudrait que la recherche puisse utiliser ces données en population générale, c'est-à-dire des populations qui se portent bien, mais on va avoir du big data, on va pouvoir croiser des éléments, et c'est bien pour ça que j'ai pris langue avec deux généticiennes, enfin Madame Bourguin. Nous avons fait un déjeuner de travail là-dessus, et elles m'ont bien expliqué que finalement, elle préférait, en tant que généticien, travailler sur des cohortes où on a tout un renseignement sur l'environnement de la personne dans lequel elle a évolué, son éducation, milieu social et autres. Donc, j'ai écarté cet aspect-là, recherche et je dirais big data. Mais bon, je pense que de toute façon, il y a des liens, certaines choses arriveront, mais je laisse ça aux spécialistes. Je l'ai écarté de la proposition, à savoir, voilà, on verra quelle utilisation peut faire la recherche des données généalogiques. Ça dépasse un peu peut-être le champ, moi, de mon analyse. Mais en revanche, sur la protection des données sensibles, comme je vous l'ai dit, repartir de zéro me paraît pas opportun non plus. En revanche, on peut tout à fait se dire qu'on va construire progressivement des bases que nous, on saura mieux maîtriser, comme dans les hubs santé, vous savez, c'est le Data Health Data Hub qui est mis en place pour les données partagées au niveau européen, si je ne me trompe pas, et qui va avoir un niveau de protection supérieur en termes de cyber, de tout ce que vous voulez, de fuite de données, bien sûr, et donc éviter ce qui s'est passé dans le cadre de 23andMe, qui montre qu'il y a eu effectivement des fuites de données, mais il y a aussi de la marchandisation, on le sait très bien. Donc on n'a que du potentiel de progression. Alors, moi, je trouve que l'argument selon lequel c'est comme ça ailleurs, ça devrait être comme ça en France, je ne vois pas pourquoi on fait des débats sur la loi de bioéthique si on doit faire tout ce qui a déjà été fait ailleurs. Par ailleurs, est-ce que ça veut dire que parce qu'on fait du tri d'embryons sur le sexe et sur la couleur des yeux aux États-Unis, dans les cliniques privées dans lesquelles les Français peuvent aller concevoir des bébés s'ils en ont l'argent et le souhait, ça voudrait donc dire qu'il faudrait, puisque c'est possible pour les riches ailleurs, le faire chez nous par souci d'égalité. Non, on sera tous d'accord pour dire que ces questions de régulation des choix scientifiques et techniques sont des choix politiques, sont des choix de société, et donc c'est normal que dans chaque pays, on se donne les conditions pour en discuter, en débattre, en fonction des cultures locales, des histoires nationales, etc. En France, c'est vrai qu'on est un pays où c'est un des rares pays au monde où on légifère, il y a des lois pour la bioéthique. Dans beaucoup de pays, c'est des comités qui donnent des avis, des réglementations, mais il n'y a pas de loi. Et pourquoi il y a des lois? Eh bien, c'est parce que depuis le début des années 80, quand il y a eu des décisions d'investissement plus importantes en France dans la recherche scientifique et notamment biomédicale, en même temps, a été mis en place le Comité consultatif national d'éthique en 1983 et ensuite la première loi de bioéthique en 1994 avec l'idée qu'on pouvait accompagner le développement des sciences et des techniques tout en restant capable d'en maîtriser et d'en réfléchir les usages et les développements. Donc je trouve que cet argument de dire puisque c'est ailleurs comme ça, il faut le faire, c'est un argument qui dénie la dimension proprement politique et collective de ces questions-là et qu'on a encore la main. Alors, j'entends bien qu'il y a des Français qui vont à l'international pour faire des tests. J'entends bien aussi qu'il y a une grande publicité qui est faite chaque année, un peu moins maintenant parce que ça a fait beaucoup de bruit, mais par ces sociétés privées pour nous vendre du rêve, entre guillemets, avec ces tests génétiques, et que c'est important qu'on ait un débat honnête, comme on est en train de l'avoir aujourd'hui, sur ce que dit et ce que ne dit pas la génétique, et ce qu'elle génère individuellement et ce qu'elle génère collectivement, parce que c'est cet arbitrage entre l'individuel et le collectif qui est à l'origine de la législation sur la génétique en France, dont je parlais tout à l'heure. Pour ce qui est de la question des données en population générale, des données génétiques, c'est vrai qu'il y a des grands programmes dans un certain nombre de pays du monde pour collecter toujours plus d'informations génétiques. Voilà. Ça coûte de l'argent.
encore plus dès lors qu'il faut sécuriser ces bases de données. La question qu'il y a derrière, c'est est-ce que ça vaut tant le coup que ça? C'est-à-dire, est-ce que quand l'urgence dans certains pays est vitale pour faire tourner les systèmes de santé, et quand je dis certains pays, je veux dire en France, le système de santé n'est pas en grande forme tout le temps non plus, même si on a des professionnels qui sont à fond. La question de où sont les priorités, c'est aussi une question politique. Et donc, pouvoir se dire que peut-être on ne peut pas faire des grandes bases de données parce qu'on décide de ne pas les faire, parce qu'on décide qu'il y a d'autres priorités. Bon, ceci étant dit, en France, la génétique est peut-être interdite dans les bases privées et les entreprises privées, mais dans le secteur médical, elle a été soutenue, elle est évaluée. Voilà, et aujourd'hui, la France est un des pays dans lesquels l'accès aux tests génétiques, quand il est jugé utile par les soignants pour améliorer le soin, est le mieux rendu possible. C'est-à-dire que toute la population en France qui est susceptible d'avoir besoin d'un test génétique pour améliorer sa prise en charge, aujourd'hui a ce test, dans un nombre important de maladies. On ne peut pas en dire autant de toute une série de ces pays dans lesquels on fait des tests génétiques à gogo à des visées commerciales. Donc, il faut quand même savoir raison garder sur qu'est-ce qu'on entend comme priorité et comment on fait pour être capable d'avoir des tests génétiques utiles, de qualité, avec des professionnels formés, combien ça coûte, qu'est-ce que ça a comme enjeu, versus ces formes privées qui vendent, encore une fois, des choses qui sont fortement contestables. Merci. Est-ce que ça fait un petit peu réagir? Est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à ce sujet-là? Vas-y, Patrick. Je comprends qu'on veuille défendre un modèle français de protection des données qui ne soit pas le même qu'aux États-Unis. Ça me paraît assez logique. Il y a sans doute un côté Far West aux États-Unis où tout ce qui peut se vendre est vendu, que ce soit les organes et que ce soit les données génétiques. Donc qu'on cherche à avoir un autre modèle, je le conçois très bien. Par contre, je pense qu'on peut quand même s'inspirer du travail qui a été fait par la Commission européenne qui, pendant plusieurs années, a réfléchi sur la manière de protéger les données. On a suffisamment maintenant parlé du RGPD, tout le monde commence à se faire une bonne idée. On a quand même un modèle de réflexion internationale en Europe. Et si on veut avoir une chance de s'imposer face aux États-Unis, ce n'est pas au niveau français, c'est au niveau européen. Donc ce modèle de protection des données sur le RGPD, qui protège déjà aussi les données sensibles, les données médicales, etc., pourrait servir de réflexion européenne et pas forcément franco-française sur la manière d'accompagner avec une partie informationnelle forte sur les données qui ne sont pas médicales. Il y a d'autres professionnels. Il y a des généalogistes familiaux, généalogistes patrimoniaux qui ont des formations à l'accompagnement des familles et à la compréhension des tests génétiques dans un cadre généalogique. Donc je me dis qu'en réfléchissant à la fois au modèle qui a été adopté par l'Europe au niveau du RGPD en termes de protection et en s'appuyant sur d'autres professionnels, psychologues, conseillers génétiques ou généalogistes, pour accompagner des gens qui sont dans une démarche de recherche patrimoniale, il y a quelque chose qui n'est pas aussi exclusif que la présentation qui est faite d'une exploitation de données de santé. Hein. Mais je parle bien effectivement des types de tests dont Madame la députée parlait tout à l'heure et non pas des données de santé. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus je trouvais la présentation un petit peu manichéenne et donc je voulais juste dire qu'on a déjà fait la preuve en Europe qu'on était capable de travailler de manière internationale pour élaborer des lois de protection. Oui, en fait, oui, moi ce que je voulais dire, c'était que je parlais d'entreprises privées, parce que là, les partages de données, notamment de données médicales, etc., dans le cas français, c'est principalement des données publiques, c'est-à-dire qui sont financées par la puissance publique, qui financent la question de quels sont les professionnels qui sont auprès de ces données, quels sont alors, la sécurité, vous en avez parlé, mais moi je parle des professionnels qui ont produit ces données, qui les ont interprétées, qui ont fait des diagnostics qui vont être mobilisés avec. Et donc, c'est un coût qui a été globalisé et qui a été fait dans un objectif qui n'est pas un objectif marchand, mais qui est un objectif de santé. Voilà. Là, on est en train de parler d'entreprises privées. C'est bien de ça dont on parle, hein, d'entreprises privées qui vont le faire
et qui vont le faire à quel coût? C'est-à-dire comment tous ces coûts d'information sur l'histoire généalogique, par exemple, hein, tout ce dont vous parlez, je suis d'accord qu'il peut y avoir des gens qui vont faire le travail correctement d'interprétation. Je n'ai pas dit le contraire. Si c'est ce que j'ai laissé entendre, je m'en excuse. Mais la question, c'est, cette expertise-là, elle coûte cher. Donc, combien vont coûter ces tests? C'est pas ce que vendent, c'est pas du tout l'expertise qui est vendue aujourd'hui dans les tests qui sont vendus aux États-Unis, par exemple. Donc, il n'y a pas qu'une question de protection, il y a une question de coût et il y a une question de conséquences sur cette génétisation. Ça, on n'en a pas parlé encore, c'était une question qui arrive après. Cette conséquence de la génétisation de la parenté, qui est un enjeu fondamental et qui est un enjeu compliqué dès lors qu'il est dans les mains d'acteurs privés pour lesquels l'intérêt collectif n'est pas l'enjeu qui guide l'action de la même façon que les services publics ont l'obligation de le faire. Juste une information, mais purement factuelle, hein, parce qu'on avait fait la recherche. Effectivement, les données issues des tests, enfin, les données issues d'un test génétique, mais en fait issues de l'ADN, sont bien considérées comme des données à caractère personnel sensible. Donc, elles doivent recevoir le haut niveau de protection et de souveraineté en conformité avec le RGPD, article 9. Donc, vous pourrez vous référer à l'article 9. Est-ce qu'il y a une autre remarque du côté du comité citoyen? N'hésitez pas, parce qu'en fait, après ça, vous allez vous positionner, vous, sur le scénario sur lequel vous allez vouloir travailler et approfondir. Donc, s'il y a des points un peu de flou qui vous empêchent, vous, de vous forger votre propre opinion, c'est aussi le moment d'aller faire fouiller un petit peu les arguments. On passe à la prochaine idée. Du coup, on en a déjà parlé, hein, mais c'est du coup l'idée de dire que les tests génétiques pour connaître ses origines peut révéler des secrets de filiation et donc fragiliser les familles. Le droit de savoir ne doit pas faire oublier le droit de ne pas savoir. C'est un petit peu cette tension là entre ces deux droits qui ont été évoqués. Je ne sais pas là, qui est-ce qui veut commencer? Allez-y si vous voulez, Madame Bourguin. Oui, alors là, c'est pareil, c'est compliqué parce que moi, je partage tout à fait l'importance de pouvoir libérer les paroles et lever les secrets dans les familles. La question, c'est presque une question de processus, c'est-à-dire dans quelle mesure une révélation qui n'a pas été sollicitée, dans la mesure où on n'est pas dans une démarche partagée dans la famille pour rentrer dans la révélation et qu'elle arrive de façon extérieure, technologique, sans avoir été sollicitée par tous les acteurs, qu'est-ce que ça fait, une information qui arrive comme ça, finalement, par rapport à l'objectif de lever le secret pour pouvoir aussi le digérer, parce que le secret, il a toujours laissé des traces dans les familles. Et on voit, il y a plein d'exemples de situations où il y a des révélations qui sont arrivées par les tests génétiques, qui n'ont pas d'effet, en fait, et qui permettent certes d'ouvrir une nouvelle fenêtre, mais qui est refermée d'emblée parce que les personnes de l'autre côté, celles qui n'ont pas cherché à savoir et qui sont concernées, ne souhaitent pas rentrer dans la discussion, ne considèrent pas que c'est quelque chose qui devait être révélé pour les personnes qui ont, par exemple, donné naissance sous X, ou des donneurs qui n'ont pas été informés au départ que leur identité pourrait être révélée, des donneurs de gamètes ou donneuses. Donc, c'est une vraie question de savoir dans quelle mesure cette idée qu'on va pouvoir révéler avec la technologie des choses qui sont éminemment sociales, qui sont toujours compliquées, historiques, familialement compliquées, et qui sont compliquées dans les identités des individus. Est-ce que ce qui apparaît comme une solution magique est si simple socialement? Voilà. Est-ce que c'est vraiment une solution aussi miracle que ça? C'est ça l'interrogation que je pose là-dessus. Et je pense que c'est important de tenir compte du fait, encore une fois, que l'ADN, parce qu'on le partage, on peut avoir envie de savoir des choses, et pour autant, nos proches n'ont pas forcément envie de le savoir, et on leur impose notre agenda dans ce genre de situation. Voilà. Donc, c'est ça que je voudrais rajouter à cette question.
Oui, alors, je ne reviendrai pas sur le fait que le secret aujourd'hui ne peut plus être garanti de manière absolue, hein. Et donc aujourd'hui, on a plus de révélations entre guillemets sauvages. C'est pour ça que nous, on préconise un accompagnement qui serait fait par l'agence ad hoc. Aujourd'hui, il y a le CNAOP, donc la Commission nationale d'accès à ses origines personnelles, la CAPAD pour les donneurs de gamètes. Enfin pour les enfants issus de PMA, je veux dire. Et donc, on a laissé le soin justement à la loi de révision bioéthique, si jamais elle va dans le sens d'une légalisation des tests ADN, de fournir une réponse permettant d'accompagner, de faire de la médiation. Aujourd'hui, au CNAOP, vous avez des gens qui font de la médiation, qui sont des personnes qui ont été formées pour ça, mais aussi par leur expérience personnelle. Donc le dispositif existe déjà. Je pense qu'il faut le faire connaître. Le rendre obligatoire, ça nous a tourné dans l'esprit, mais on a trouvé que ce serait peut-être un peu difficile. Mais en tout cas, on propose à ce que ce sujet soit débattu dans le cadre de la révision de la loi bioéthique qui aura lieu vous connaissez les états généraux, c'est 2027, donc ce sera après en 2028. Ce sera peut-être un sujet d'ailleurs, la bioéthique, qui viendra s'immiscer dans les élections, dans les campagnes présidentielles. Je pense que certains candidats auront envie d'avancer sur ces sujets-là. Donc ce travail de PPL aussi, ce que vous faites aujourd'hui, ça permet vraiment d'engager le débat. Donc on peut dire qu'il y a débat, et quand tout à l'heure il était dit qu'il y avait l'arbitrage du collectif, c'est la loi, ça. C'est bien ce qu'on est en train de préparer. On est bien dans ce cadre-là de premier débat, d'approche et de préparation d'un cadre. Ensuite, sur il y a bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, la question du consentement de tous les ascendants, les descendants. La CNIL, que nous avons aussi auditionné, effectivement propose qu'on soit sur les bases d'une information claire et loyale. Donc ça, c'est peut-être un sujet sur lequel vous devez aussi vous pencher, qui peut faire l'objet d'amendements à cette proposition-là ou d'un projet de loi qui viendrait donc plus tard. Mais je pense que la CNIL demande à ce que la personne qui demande le test ADN, donc bien sûr elle donne son consentement, elle est éclairée, mais qu'elle fasse aussi une information vis-à-vis de ses proches. Voilà, donc ça c'est un sujet, je trouve intéressant. Une information ou un consentement? Non, une information loyale, claire et appropriée. Moi j'avais retenu comme nom, c'est ça? Mais loyal, clair, enfin, il faut voir les adjectifs qui vont avec, mais voilà, vous le retrouverez certainement quelque part. Bon, dans notre PPL, bien sûr, le champ est limité à l'accès aux origines généalogiques. Les limites existantes en termes d'action en filiation, action en responsabilité, enfin héritage et autres, bien sûr, sont conservées. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez trouvé une mère biologique ou un père biologique, que vous allez faire une demande en héritage. La loi le prévoit déjà, exclut ces recours-là. Mais je dirais, pour conclure, que une personne qui se trouve face à une impossibilité, qui est vraiment dans une quête personnelle très forte, qui se trouve face à un mur, elle a forcément une souffrance. Si elle entame une recherche, elle ne va pas forcément aller jusqu'au bout. Il faut savoir qu'elle peut très bien se satisfaire qu'elle aura essayé, il n'y a pas de réponse, ou bien qu'elle a retrouvé effectivement des cousinades de l'autre côté du Pacifique, de l'Atlantique, je n'en sais rien, mais elle peut s'en tenir à ça aussi. Et c'est là où la réflexion peut se faire, de dire est-ce que j'ai envie véritablement d'entrer en contact ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée? Ça appartient aussi, encore une fois, au libre arbitre de cette personne. Et de l'autre côté, donc on sait très bien, pour les géniteurs, ils peuvent, dans le cadre d'un accompagnement, tout à fait dire non et en rester sur un refus. C'est aussi leur libre choix. Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez des points sur ce sujet-là, un petit peu de cette balance entre le droit de savoir, de ne pas savoir, sur l'aspect vraiment connaissance des liens de filiation? Ok, bon. On passe au point d'après. Donc, le 4e point, c'est l'idée de dire la législation des tests, la légalisation des tests génétiques en accès libre expose à des dérives majeures, piratage des données, discrimination, exploitation par les assurances, banalisation d'informations extrêmement sensibles. Voilà. Sur ça, peut-être aussi, Madame Bourguin, vous voulez commencer? Oui, d'accord. Alors, eh bien, moi, je suis toujours sur cette idée parce que en fait, je suis pas sûre d'avoir tout suivi la proposition de loi, mais là, on parle bien de la perspective d'avoir des bases de données génétiques extrêmement informatives dans des entreprises privées qui ne sont pas soumises, comme le service public de santé, par exemple, à toute une série d'engagements par rapport aux données extrêmement sensibles enfin, ils pourraient l'être soumis, mais disons que ce n'est pas le cœur de leur activité. Et donc, la question du niveau de protection des données, c'est-à-dire avoir le niveau maximum de protection des données, dont on sait par ailleurs que même le niveau maximum n'est pas toujours exempt de piratage, puisque à mesure que les capacités de sécurisation augmentent, les capacités de détournement de la sécurisation augmentent aussi. Donc, c'est une espèce de course permanente après le mieux-disant, mais voilà, qui arrive régulièrement à être mis en échec. Mais alors, du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut, comme c'est le cas pour le FNAEG, d'avoir des contrôles très stricts sur qui sont les gens dans les sociétés qui ont accès à ces données, quel est leur niveau de formation, quel est leur niveau de contrôle sur le respect des règles, comme c'est le cas donc, pour le FNAEG? Est-ce qu'il y a une responsabilité par un magistrat? Parce que, encore une fois, si on regarde un fichier strictement pour faire de la recherche de parenté proche, parents, enfants, frères et sœurs, le FNAEG suffit. Donc finalement, on pourrait, allez hop, on va élargir le FNAEG à tout le monde et puis comme ça, on pourra répondre à toutes ces questions. Ça pourrait être une solution. Simplement, ça a un coût social d'élargir ça et qui va payer? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des services qui vont être au coût correspondant à ce que requiert comme investissement social de construire ces bases de données aussi informatives, aussi sensibles, et encore une fois, aussi pouvant autant être utilisées pour construire des catégories de personnes assignées à des identités qui sont construites par l'analyse génétique et qui ne sont pas des identités vécues par les gens. Et quelque part, est-ce que en libéralisant le commerce de ces tests génétiques, on ne va pas renforcer, encore une fois, cet imaginaire social sur l'idée que l'identité est avant tout génétique, la parenté est avant tout génétique, alors que, encore une fois, je ne sais plus si je l'ai dit, mais quand il y a un enfant qui naît en France, on est d'accord que la paternité, il suffit que le père aille à la mairie pour déclarer sa paternité. Et s'il n'y a pas de contestation, c'est la parole qui fait foi. Ça veut dire que c'est extrêmement social. On ne cherche pas de vérité biologique dans la définition première de la paternité, parce que voilà, c'est comme ça que s'est construit le modèle de parenté en France, historiquement. Et donc, le fait de renforcer ces dimensions génétiques de la parenté, c'est quelque chose qui va de pair avec le développement de cette forme d'économie. Pour ce qui est des assurances, alors aujourd'hui, les assurances n'ont pas le droit en France d'utiliser l'information génétique pour décider des primes d'assurance ou pour décider si elles assurent ou pas une personne. C'est le cas dans certains pays. Mais finalement, pour toute une série de maladies, les assurances ont le droit de demander l'histoire de la maladie dans la famille, c'est-à-dire y a-t-il des apparentés qui sont atteints de tel cancer, qui a eu, je ne sais pas, une maladie neurodégénérative, etc. Les assurances ont le droit de poser la question. Et souvent, finalement, cette information familiale, elle est plus informative pour prédire ce qui va se passer chez l'assuré que l'information génétique. Donc voilà, peut-être que ça n'apportera pas grand-chose d'ouvrir à la formation génétique. En revanche, ce
qu'il y a de sûr, c'est que le problème de cette information génétique, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est que beaucoup des gens, y compris dans le système de soins, ne comprennent pas vraiment, en tout cas pas suffisamment, parce qu'ils n'ont pas la formation, hein, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais ce que dit et ce que ne dit pas un test génétique. Ce qui permet de prédire et ce qui ne permet pas de prédire. Parce que, encore une fois, je l'ai dit en introduction, c'est des informations compliquées, toujours dépendantes du contexte dans lequel elles sont interprétées. Et en conséquence, si des informations génétiques sont à disposition des assureurs, alors, même si elles ne disent pas ce qu'on veut leur faire dire, eh bien, beaucoup de personnes peuvent considérer qu'elles disent ça. Et là, je sais que c'est un peu compliqué ce que je dis, mais ça revient vraiment à limiter les identités et les histoires à cette dimension biologique, génétique, qui en fait, faussement, qui ne résume pas en fait ces identités. Voilà. Non, mais voilà, je vais m'arrêter là. Oui, alors, je voulais revenir déjà sur un sujet que vous avez abordé ce matin, que j'ai trouvé très intéressant. C'était le commissaire qui parlait de la non-fiabilité, parce qu'on peut s'appeler Jacques Chirac et faire le test, et en fait, on n'est pas Jacques Chirac. En fait, la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, elle implique le consentement de la personne qui va réaliser le test. Et donc, si on élargit le champ à ce qui est dit récréatif, l'histoire du consentement reste. Donc, il me semble que d'un point de vue juridique, si vous prenez le cheveu d'une personne, alors après, il faut voir majeur, pas majeur, et sans avoir eu son consentement, en fait, vous êtes passible d'être incriminé, sanctionné. Voilà. Donc, il faut bien que vous regardiez ce qui existe déjà dans la loi et qui concerne le consentement. Ensuite, la paternité, c'est un sujet que j'ai essayé d'aborder, mais qui n'est pas évident du tout. Moi, je le fais par les exemples que j'ai de personnes qui sont nées de PMA, d'une part. Alors, issues de PMA, aujourd'hui, bien sûr, on encourage à révéler aux enfants, hein, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, des enfants qui se disaient, qui sentaient qu'il y avait quelque chose de bizarre parce qu'ils ne ressemblaient pas à leur demi-frère ou je ne sais pas, enfin, bon, voilà. Eh bien, se retrouvent dans cette quête d'accès aux origines. Donc, ils vont faire une démarche de toute façon ou pas. Mais il peut y avoir un doute. S'il n'y a pas de doute, ils ne vont pas faire la démarche. Mais s'il y a le doute, ils vont faire de toute façon, ils vont être en recherche. Et de l'autre côté, pour, par exemple, un père, ce qui concerne le secret, et un père qui pense qu'il n'est pas le père de l'enfant, en fait, ça se passe de façon justement secrète aussi. Et c'est là où je n'ai eu que des informations via des avocats qui se chargent de l'affaire. C'est-à-dire que les tests sont faits à l'étranger. Ils nous échappent de toute façon complètement. Mais s'il y a vraiment une demande, un besoin d'un adulte pour savoir, hein, il le fait de façon sauvage. Ça se pratique comme ça. Et le premier cas, c'est le cas de l'enfant, c'est plutôt, on retombe dans le cas de savoir d'où on vient et comprendre certaines choses dans sa vie, dans son histoire personnelle. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des points sur ce sujet-là, sur la question des dérives? Parce que c'était un petit peu un point de débat entre vous de savoir, est-ce que ça présente plus de risques de dérives dans les usages si on légalise et que du coup ces données, il y aura de plus en plus de données génétiques, donc de plus en plus de données sensibles qui seront potentiellement des données qui pourront être utilisées pour d'autres usages avec des dérives, etc., assurance, discrimination. Et d'autres qui disent, mais non, à l'inverse, en fait, si on légalise, on va avoir plus de protection de ces données puisqu'on aura plus d'emprise sur ces données. Donc je ne sais pas si sur ça, vous avez envie de réagir un petit peu pour... Est-ce que ça vous aide à vous positionner là sur cette idée-là de protection des données? Est-ce qu'il y a d'autres points qui sont flous? Est-ce que voilà, allez-y, exprimez ces points de flou, parce qu'en fait, c'est important d'en débattre un petit peu là, on a le temps. Et après, vous allez plutôt travailler en sous-groupe, donc c'est intéressant que vous débattiez de ces sujets qui sont un peu transverses, en fait, quel que soit le scénario.
Euh, Pour moi, tout ça, c'est un peu flou. Il y a beaucoup de concepts là qui sont en action, en mouvement. Je ne conteste pas l'esprit de la loi, mais je vois la nature humaine qui est différente de la loi. Et il y a plein de choses qui ont été dites sur la souffrance de mourir sous X. Est-ce que personne n'a jamais souffert dans sa vie? Et si c'est pas ça, ça sera autre chose. Je suis dans le flou, complètement. Est-ce que quelqu'un veut répondre du flou au flou, puisque Régis Aubry nous avait dit dès le premier jour que c'était l'objectif d'être dans le doute et dans le flou, donc allez-y. Mais excusez-moi, c'est une discussion entre citoyens ou c'est une discussion encore avec... C'est une discussion collective entre citoyens D'accord. et vous. Enfin, c'est un débat. Là, Non, mais moi j'ai beaucoup parlé, je ne cherche pas à parler plus, hein, c'est juste pour avoir la précision. C'est l'objectif, là, c'est que vous puissiez du coup éclairer aussi un petit peu les citoyens dans leur débat et dans leur... Mais moi, je suis en fait tout à fait d'accord avec la remarque qui a été faite. Il y a beaucoup de flou et la question, c'est est-ce qu'on va comparer les souffrances et comment. Et donc, c'est pour ça que moi, mon interrogation personnelle, elle est vraiment une interrogation collective en lien avec la loi. C'est-à-dire, si on doit faire évoluer aujourd'hui la loi, que je persiste à considérer comme une bonne loi, en fait, je trouve qu'elle nous a vraiment jusqu'à présent protégés de beaucoup de choses et n'a pas empêché de développer la génétique, notamment dans le soin, là où c'était jugé nécessaire par les professionnels. Donc, je trouve que cette loi qui évite la commercialisation, elle est importante. Voilà. Et qu'aujourd'hui, je ne crois pas que commercialiser va améliorer les usages les usages qui sont déjà solides, etc., de la génétique, quelque part, ils sont en train d'être développés ou ils l'ont déjà été. Et que la question de tout ce qu'on pourrait peut-être faire, mais il y aurait des dégâts de part et d'autre plus importants que des bénéfices, finalement, peut-être qu'on les fait ailleurs, mais je pense, moi, que c'est pas le meilleur usage de ces savoirs qu'on peut faire parce que je conviens de ce que peuvent souffrir les gens, mais en même temps, et ça a été déjà bien dit, hein, il y a eu des lois qui ont été faites pour essayer de limiter le secret, pour donner accès le plus possible aux enfants nés sous X ou aux enfants de donneurs. Et ces lois ont fait sans avoir recourir à des entreprises privées de génétique. Voilà, on a fait autrement. Et ce n'est pas parfait, parce qu'effectivement, les enfants qui sont nés avant 2022 ne sont pas concernés, par exemple. Mais c'est une avancée qu'on a pu faire et dont on peut un peu mieux contrôler les tenants et les aboutissants. Rapidement, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de flou, c'est beaucoup complexe. Et j'ai fait tout ce parcours, tout ce chemin, je peux vous dire. Après, en tant que politique, moi, je vais porter une conviction, c'est-à-dire, est-ce que je suis au soutien de ces personnes ou pas? En fait, vous voyez, il y a un engagement aussi personnel, hein, c'est certain. Mais j'en reviens quand même, il y a des souffrances, mais là, c'est au vu du droit hein, qu'on fait on a décidé de pénaliser ces tests. Et là, c'est des tests qui donnent accès aux origines. C'est comme ça que les gens y accèdent aujourd'hui. Et au vu du droit, ils ont droit à avoir accès à leurs origines. Donc, c'était juste pour dire, il y a souffrance, d'accord, mais il y a le droit qui prime, à mon sens. Peut-être juste si quelqu'un qui n'a pas encore parlé a une question, et sinon ce sera Patrick, mais vas-y. Je suis un peu dans le flou aussi. Et donc, je vais me tourner vers Madame Bourguin. Je vais vous poser simplement la question. Est-ce qu'il vaut mieux, in fine, selon vous, mieux encadrer, interdire, ou mieux sur les tests génétiques en libre accès? Eh bien, en fait, moi, j'ai envie de dire, il faut continuer à interdire, parce que je trouve que la façon dont la génétique s'est développée en France avec cette interdiction n'a pas empêché que la plupart des éléments positifs, enfin, en tout cas, de certains éléments positifs, notamment dans le champ de la santé, qui est pour moi le champ le plus important dans ces questions-là, en termes de capacité à
Parce que la génétique est déjà prise dans le social quand elle est dans la médecine. Parce qu'elle est déjà prise, elle est faite par des médecins, par des infirmières, par des sages-femmes, par des aides-soignantes, etc. Et donc, c'est dans un contexte de soins dans lequel il y a tout un travail collectif des soignants pour mettre la génétique à sa bonne place. Voilà. C'est pour ça que je trouve que ce champ est intéressant. Hein. C'est-à-dire que c'est déjà dans la santé, elle est intégrée au savoir des médecins, enfin de tous les soignants. Première chose. Et alors, deuxième chose, sur la question de l'information, moi je suis, et c'est aussi pour ça que je me suis rendue disponible aujourd'hui, oui, il faut qu'on puisse parler de la génétique dans toute sa complexité. Mais même en gardant l'interdiction, précisément pour justifier l'interdiction. C'est pour ça que je fais ça. C'est parce que précisément, je crois que savoir être capable de couper la tête à ces imaginaires sur il y aurait un savoir de la biologie qui serait capable d'apporter des réponses simples à des problèmes vieux comme le monde, extrêmement compliqués, c'est complètement illusoire. Et pour autant, c'est un savoir, quand il est bien maîtrisé, bien contrôlé, quand il y a un investissement social pour le mettre à sa juste place, qui peut apporter des éléments d'amélioration de la santé pour le moment, peut-être dans d'autres directions également. Voilà. Mais moi, en tant que généticienne, je trouve qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ça coûte cher en fait de faire de la bonne génétique parce que ce n'est pas que de la technologie. La génétique, c'est un mélange de savoir-faire, d'expertise et de technologie. Et quand on pense que c'est que de la technologie, on fait des mauvais usages des choses, voilà, de la génétique. Donc moi, je dis, personnellement, je suis pour qu'on maintienne l'interdiction tout en continuant à faire une information sur ce que fait et ne font pas ces tests génétiques. Merci. Non, c'est que moi j'en reviens à la question de l'accès aux origines et donc effectivement sur la partie médicale. Et moi je suis pas pour une biologisation ou comment dire, la prédominance du biologique sur l'environnemental ou autre. Bien sûr que non, hein, c'est pas ça. C'est une question qui est tellement complexe qu'on est obligé de la réduire, et je réduis le champ, et en réduisant le champ, j'ai réduit de plus en plus, et on est arrivé à une simple, effectivement, dépénalisation, légalisation, avec production d'informations et accompagnement dans certains cas. Après, on pourrait peut-être imaginer aussi que les personnes qui sont en recherche de leurs origines personnelles passent par un psychiatre, un psychologue ou un médecin et se font prescrire les tests. Aujourd'hui, ce n'est pas la pratique. Et bien sûr que cela aura un coût. Donc voilà, moi je suis d'accord que c'est une problématique hyper complexe. Et donc, j'ai proposé dans la proposition de loi justement de réduire le champ sur la base aussi des garanties, donc RGPD, des garanties, je dirais, du fait qu'en France, on fait différemment aussi et qu'on peut avoir de l'accompagnement par des agences publiques et des solutions, trouver des solutions qui permettent de concilier la légalisation des tests ADN avec une démarche éthique, parce que les gens seront informés, éclairés. Je veux juste ajouter une toute petite chose, c'est une truc de précision, parce que je ne suis pas sûre qu'on l'ait bien dit, mais pour que ça marche, quand même, ces tests de parenté, il faut qu'il y ait un maximum de personnes dans la base de données de référence. Donc, ce n'est pas seulement que les personnes, si c'est que les personnes qui sont en recherche de leurs origines qui font des tests, elles n'auront pas forcément la réponse s'il y a 200 000 personnes dans la base de données. C'est-à-dire, on ne va pas retrouver la parenté. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour que la base de données soit informative. Donc, ça veut dire qu'on rentre dans une logique, et c'est pour ça que je parle de biologisation et de généticisation, c'est qu'on rentre dans une logique où il faut que beaucoup de monde, volontairement, décide de payer pour avoir une analyse génétique qui ferait que peut-être quelqu'un les détecterait dans la parenté. Donc, c'est pour ça que je faisais je trouve que c'est vraiment un point qu'il faut avoir en tête au moment de réfléchir à ces questions. Du coup, vous disiez que le projet de loi, c'était pour le droit de connaître ses origines.
pourquoi est-ce que ce serait forcément avec des tests en libre accès? Pourquoi ce ne serait pas des tests, par exemple, via, donc vous avez dit le CNAOP, directement, donc la personne qui veut avoir accès à ses origines, comme c'est fait pour les tests génétiques au niveau de santé, c'est le médecin, etc., des généticiens, bah là, ce serait via le CNAOP. Et donc, ils font un test, et ensuite, il y a une base de données qui est gérée par le CNAOP, donc une base de données publique et non pas privée. Juste privé, ça veut dire qu'il y aura plusieurs bases de données. Donc, comment ça se passe? Et ensuite, il y a le droit, évidemment, de connaître ses origines, mais je pense qu'il y a aussi le droit... je pense à une femme qui décide d'accoucher sous X. C'est sous X, c'est pas sous X, peut-être. Et donc, est-ce qu'elle a envie, 20 ans après, que son enfant ressurgisse alors qu'elle a refait sa vie? On ne sait pas comment est né cet enfant, dans quel contexte, peut-être dramatique pour cette femme. Donc, c'est bien gentil de se soucier de certaines personnes et pas de toutes. Oui. Alors, le CNAOP, justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Quelque part, on pourrait mettre une obligation à l'entrée, le faire faire par un médecin, un psy, ou les psys qui soient au CNAOP ou ailleurs dans une agence publique, peut-être. Mais en revanche, en termes de base de données publiques, ça ne marche pas, parce que là, les croisements, ça fonctionne, parce que vous avez des milliers, des millions et des millions de données dans les bases de données qui existent et qui sont d'origine commerciale. Et le temps qu'on refasse ces bases de données, ça va prendre du temps. Mais peut-être qu'on peut se dire, on se donne le temps. Moi, je ne sais pas, parce que quand vous mettez votre patrimoine, ça devient assez comment dire, inflationniste. Hein, c'est exponentiel. Mais il ne peut pas être question que des gens qui seraient en recherche de leurs origines. Ça vaut pour l'ADN qu'on va récupérer sur les scènes de crime. Ce n'est pas que des gens qui sont en recherche de l'origine qui sont susceptibles d'avoir un cousin qui a commis un crime. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. La réalité, c'est qu'il faut avoir des bases de données larges. Ce qui est exploité par la police aujourd'hui, c'est ça. Ce qui est exploité par les gens qui sont en recherche de leurs origines, ils payent pour le faire. Ils ne demandent pas à la sécurité sociale, ils payent, ils le font. Bon, ça coûte 50 €, je crois, maintenant, quand il y a des promotions. C'est pas... Et donc, on est dans un autre champ, même si moi, je suis très attachée effectivement à la souveraineté, au cadre, mais aujourd'hui, base de données publique, elle n'existe pas. Quant à l'accouchement sous X, c'est un sujet, bien sûr, central. Et donc, on sait très bien que ça fait partie des freins qui ont existé jusqu'à présent, puisque moi j'avais porté ces discussions au moment de la révision de loi bioéthique, au moment de débats à l'Assemblée sur une proposition de loi sur l'adoption et autres. Et on y tient beaucoup parce que il y a toute cette histoire, on préserve les femmes, on préserve le secret des femmes. C'est ancré voilà, de longue date dans l'histoire française. Et puis, ça a été repris très fortement par le planning familial. Donc, on a toute une génération aussi de féministes qui ne veulent pas non plus que cette loi évolue. Et moi, je me place du côté du droit des enfants. Donc, est-ce qu'il y en a un qui vaut plus que l'autre, sachant qu'il n'y a pas d'obligation... il peut y avoir révélation d'un secret, effectivement, d'une identité. Il n'y a pas d'obligation pour la personne qui aura accouché sous X de rencontrer l'enfant. Par ailleurs, cette loi peut être amenée à évoluer aussi, l'accouchement sous X, puisqu'il n'y a que 2 pays en Europe. Alors, je ne sais pas parce que les autres font différemment, mais il n'y a que 2 pays en Europe qui pratiquent l'accouchement sous X, parce qu'on avait peur effectivement des infanticides. Or, on voit qu'on a à peu près un taux d'infanticide comparable aux autres pays. C'était ça aussi, c'était contre l'infanticide, l'accouchement sous X. C'est le Luxembourg et la France. Donc, on voit bien que la posture de la France entre les tests ADN, c'est France et Pologne, et accouchement sous X, où c'est France et Luxembourg, moi, m'interroge en tant que politique et posture. Mais voilà, après, je suis d'accord, les femmes ont droit à avoir le secret. Vous avez beaucoup de femmes aussi, parce que là, on est sur de l'historique, qui est lourd, puisque, en fait, jusque dans les années 90, il y a eu des trafics de bébés, il y a eu pas mal
de choses pas claires, et des archivages qui n'ont pas été faits, des pertes d'informations. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui ont voulu rencontrer, après être en contact avec les enfants, et qui n'ont pas, et qui ne peuvent pas, qui n'ont aucun droit, qui ne peuvent pas remonter. Voilà, donc ça existe aussi dans le sens elle s'appelle l'association Les Femmes de l'Ombre, qui ont accouché sous X et qui n'ont pas bien compris parce qu'elles étaient trop jeunes ou parce que la famille a fait pression. Et, voilà. Et vous avez des histoires, c'est que des histoires personnelles. Après, je vous dis, à un moment donné, on prend parti sans vouloir trancher, en toute humanité, quoi, mais ce sont des véritables questions. Et donc, ce qui est proposé aujourd'hui par des associations, c'est de faire évoluer l'accouchement sous X en accouchement dans la discrétion. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Vous aurez peut-être l'occasion de voir ça sur Internet, ce qu'ils proposent. C'est l'association, le collectif des nés sous X, qui propose un accouchement dans la discrétion, mais qui ne garantit plus le secret. Et comme le secret n'est plus garanti aujourd'hui, je vous dis, des personnes retrouvent de toute façon les traces d'une famille. Donc. Une autre question, peut-être sur un autre aspect du sujet. Je sais que Patrick avait une question en tête. Si quelqu'un d'autre veut parler avant. Alors Patrick, c'est à toi. Oui, juste pour rappeler que la recherche des origines ne se fait pas forcément dans la douleur, que ce n'est pas forcément toujours des cas extrêmement tragiques, et qu'en France, il y a quand même plusieurs millions de personnes qui se retrouvent dans des associations de généalogistes, qui sont à la recherche de leurs origines, de leur famille, qui veulent raconter leur histoire familiale, qui aujourd'hui ont comme complément des archives d'état civil qui s'arrêtent malheureusement à certains moments parce que la guerre, destruction d'archives, etc., qui sont souvent bloquées sur ce qu'on appelle des épines généalogiques parce qu'on n'arrive pas à monter plus loin, et qui voient il faut quand même voir que l'offre aujourd'hui des tests, des kits ADN est énormément arrivée par les logiciels de généalogie qui ont un peu poussé ça, parce qu'effectivement, il y avait une partie commerciale aux États-Unis là-dessus. Et l'engouement, là, assez récemment, j'ai regardé, on était considéré à peu près comme 30 à 40 millions de Français généalogistes amateurs. Et si on regarde le nombre de Français qui se sont intéressés à un moment donné, juste qui ont ouvert un arbre généalogique sur GénéaNet, MyHeritage ou autre, c'est plus de 60 millions. 100 millions de personnes ayant fait des tests ADN partout dans le monde. Donc, je ne pense pas qu'on soit une espèce à part de l'ensemble de la population de la planète. Par contre, on a besoin de protection. Et ça, je pense que seule la législation française, avec l'éthique qui est celle de la France, pourrait donner cette possibilité-là. Et de tous les généalogistes que je connais, dont certains ont fait des achats de tests à l'étranger, s'il y avait eu des laboratoires en France qui leur garantissaient la sécurité de leurs données, c'est évident qu'ils l'auraient fait en France. C'est clair. Ils ne le faisaient pas juste par principe pour déroger à la loi, mais juste parce que ça faisait partie de leur pratique de recherche d'histoire familiale. Ça sonne. Je propose qu'on se garde encore une dizaine de minutes là. Après, vous aurez une pause de 20 minutes avant de passer à la suite du programme, qui est le fait que vous allez devoir vous positionner, vous, dans un groupe. Est-ce que là, tout le monde est au clair et tout le monde sait là où il va se positionner, ou est-ce qu'il y a encore des points à approfondir? Et là, il faut en profiter puisqu'on a la chance d'avoir nos deux intervenantes, tout à fait, qui peuvent nous éclairer encore un peu. Vas-y. Moi, j'aimerais bien revenir juste sur un point, parce que ça a été beaucoup mis en opposition en fait avec la question, donc je comprends très bien, de commercialisation des données, privatisation, etc. Donc moi, c'est peut-être une subtilité que j'ai pas compris, parce que je connais pas la teneur de la loi, en tout cas qui est proposée, etc. Pourquoi on est forcément dans ce cadre-là, c'est-à-dire de privatisation? Pourquoi on n'est pas dans un cadre comme les données personnelles, je sais pas, d'état civil ou de choses comme ça? Pourquoi en fait peut-être j'ai mal compris en tout cas vos propos, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait cette opposition de dire si on légalise, forcément on va rentrer dans un cadre de privatisation de ces données-là, ou en tout cas de le donner à des acteurs privés. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Oui, plus effectivement. Allez-y, Madame Bourguin.
Pardon, vous avez le micro coupé. Ah, on le fait en même temps, c'est bon. Non, c'est-à-dire que comme ça a été évoqué, en fait, enfin, je reviens vraiment là-dessus, hein, mais pour que ça fonctionne, hein, ces tests de parenté, il faut qu'il y ait beaucoup de monde dans les bases de données. Idéalement, je force le trait, il faudrait que tout le monde y soit. Il faudrait que toute la population française, comme on a nos cartes d'identité ou nos cartes de séjour biométriques aujourd'hui, on rajoute l'information génétique. Et puis là, il y aurait une base de données bien complète. Effectivement, ça pourrait être dans le service public. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas autorisé. Hein. Et donc aujourd'hui, les seuls acteurs qui ont été en mesure d'amasser des grandes bases de données sont des acteurs privés extraterritoriaux par rapport à la France, même s'il y a des Français dedans, d'accord. Et donc les grosses bases sur lesquelles on va trouver, alors d'après les services concernés, hein, encore une fois, ça c'est des chiffres, tous les chiffres qu'on donne sur les nombres de tests, etc. C'est les chiffres qui sont fournis par les entreprises, hein, donc on n'a pas de contre-évaluation. C'est des entreprises qui disent avoir 1 million, 1,5 million d'ADN de gens venus de France. Je ne sais pas s'ils sont français, mais enfin, ou en tout cas d'échantillons qui ont été envoyés depuis la France. Et donc, c'est quand même des grosses bases de données par rapport à ce qu'on pourrait faire si on lance une entreprise en France aujourd'hui ou si on lance quelque chose de public. Après, il y a aussi, je reviens toujours là-dessus, si c'est juste pour la parenté, on pourrait envisager d'ouvrir le fichier national des empreintes génétiques dans lequel, vous savez, c'est à la fois des gens qui ont été condamnés pour des faits répréhensibles par la justice ou qui sont mis en cause. Hein, 75% des gens dans le fichier ne sont que des mises en cause qui ne sont pas forcément coupables. Donc, il y a aussi un grand fichier qui existe, qui est ce fichier du FNAEG, dans lequel, je crois, il y a à peu près 3,5 millions de personnes aujourd'hui, et qui suffit pour faire de la recherche de parenté. Voilà. Hein. Donc le problème, c'est que une bonne proportion des gens dans ce fichier sont des gens qui ont été mis en cause dans des affaires judiciaires ou qui ont été condamnés, et donc c'est pas représentatif complètement de la population nationale. Voilà. Mais la question, c'est où sont ces données qui sont déjà collectées en nombre? Et si on décide de le faire d'un point de vue public, la question va se poser, quelle va être l'acceptabilité de la population française à l'idée qu'on va systématiquement récupérer l'ADN de tous les gens qui sont sur le territoire? Quelles données on va prendre? Est-ce qu'on va faire que les données du FNAEG? Est-ce qu'on va faire toutes les données qui sont faites aujourd'hui dans ces banques privées? C'est-à-dire que, pour rappel, dans FNAEG, c'est 21 segments d'ADN qui sont étudiés. Dans les bases de données dont on parle là, c'est 1 à 2 millions de segments sur l'ADN qui sont caractérisés. Donc on voit qu'on change complètement de dimension sur l'information qu'on collecte dans ces bases de données privées par rapport à ce qu'on fait dans le FNAEG. Donc, c'est ça les questions. Hein. Est-ce qu'on veut, est-ce que vraiment l'objectif, c'est d'avoir une base publique ou privée, mais enfin, ça serait plus logique, je suis d'accord avec vous, publique, de tout l'ADN, 1 million de segments d'ADN pour tous les habitants de la France. Moi, je pense que pour le coup, il y a des questions de liberté publique et des libertés, de droits fondamentaux qui se posent, qui sont vraiment très importants et qui suggèrent que ce n'est pas la bonne voie. Mais j'entends que c'est un débat. Parce qu'effectivement, on a parlé beaucoup en fait de la question de la connaissance de ses origines, mais qu'en est-il de la question médicale, enfin de l'aspect médical de cet accès, c'est-à-dire dans une volonté de médecine peut-être préventive, ou en tout cas dans ce cas-là, parce qu'on a parlé peut-être que plus d'un volet, en tout cas de la question, parce que la question correspond également en fait au test à des fins médicales. Oui, tout à fait. La question, il y a les deux aspects, il y a à des fins médicales ou de connaissance de ses origines. C'est vrai que là, l'audition était un peu orientée connaissance de ses origines. Déjà, on en a un petit peu moins parlé aussi à la session dernière et là ce matin. Et aussi parce que c'était l'objet aussi du projet de loi de Madame la députée. Et donc, on voulait être un petit peu en lien. Mais peut-être que vous pouvez nous présenter pourquoi vous avez choisi de légaliser seulement cet aspect-là aussi par rapport aux arguments qui étaient opposés à l'époque de la précédente loi bioéthique. Ça pourrait être intéressant et peut-être Madame Bourguin pourra... Alors, lorsque j'ai voulu avancer sur le sujet de la légalisation des tests ADN, à la veille de l'examen de la loi, donc pendant plusieurs mois avant l'examen de la loi de révision bioéthique de 2021,
J'ai bien sûr questionné des généticiens, parce qu'il y a des députés qui avaient fait, qui sont généticiens, enfin bon, voilà. Donc j'ai pris des avis, et j'ai pris des avis aussi auprès du ministère de la Santé. Et là, comme je vous parlais, il y a des freins qui sont bien inscrits dans notre société. Donc d'un côté, il y a tout ce qui touche un peu à l'accouchement sous X, et qui touche aussi à la marchandisation du corps. Donc il y a vraiment des oppositions à gauche de l'hémicycle sur tout ce qui est marchandisation. Et puis, de l'autre côté de l'hémicycle, puisqu'on a eu des débats, il y avait la crainte de l'eugénisme, et ça ressortira pour la prochaine loi, les révisions bioéthiques, où on va parler d'étendre les tests préimplantatoires. Donc vous aurez ce même débat. Et en l'état, à ce moment-là, dans tout état de cause, la ministre était foncièrement opposée à ce qu'on ouvre les tests génétiques, parce que pour elle, ça ouvrait la question peut-être de l'eugénisme, mais surtout son argument, c'est de dire c'est pas fiable, il n'y a aucune fiabilité. Et elle répondait en fait à ma question. Moi, je lui disais, mais moi, c'est pour l'accès aux origines. Elle me répondait par test sur donnant des prédispositions médicales. Donc, on avait un dialogue de sourds. Et je pense qu'effectivement, il y a un reportage qui a été diffusé sur, où Mme Bourguin, d'ailleurs, intervient. C'était Arte ou France 5, qui pose bien les limites quand même de la pertinence des tests de prédisposition médicale. Donc d'une part, il y a eu un arrêt parce qu'on voyait bien que ça passerait jamais auprès du ministère de la Santé. Et le débat était, à ce moment-là, donc année 2020, mais je vous dis, ça évolue vite, était très polarisé entre deux extrêmes de l'hémicycle. Aujourd'hui, je pense que ça peut tout à fait évoluer, mais je n'ai pas souhaité remettre l'aspect prédisposition médicale. Je laisse ça aux médecins de juger de la fiabilité de ces tests-là, donc ils sont exclus de la PPL. En revanche, pour englober l'accès aux origines, j'ai dû prendre tout l'aspect qui est dit récréatif et qui est quelque part privé et payé par les personnes qui s'intéressent. Si vous voulez, on est dans un champ qui n'est pas celui de la santé. Peut-être pour répondre sur les questions de santé, en fait, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a beaucoup de tests génétiques qui sont faits dans le soin en France. Alors, c'est quand il y a des gens qui ont des symptômes, hein, donc là, on n'est pas dans la prévention, on est vraiment dans le soin, mais pour le coup, il y a énormément de tests qui sont faits. Il y a de plus en plus de tests qui sont faits en prénatal, lors du dépistage prénatal, parfois du dépistage préimplantatoire, dans certaines familles, même si ça reste rare. Et surtout aussi de plus en plus en néonatal, c'est-à-dire à la naissance des enfants. On a élargi le nombre de tests qui sont faits pour voir si on peut prédire l'arrivée certaine d'une maladie dans les mois qui viennent, et donc de traiter préalablement les enfants ou de les prendre en charge pour éviter le développement de symptômes sévères de ces pathologies. Pour ce qui est de la prévention, de la façon dont ces tests génétiques permettrait d'éviter la survenue de maladies, moi, je reste tout à fait convaincue que par rapport à 2020, les choses n'ont pas changé. C'est-à-dire que l'information génétique seule est le plus souvent, si ce n'est pas quasi systématiquement, une très mauvaise information pour prédire qui va être malade ou pas malade. Et ça, c'est ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure de mon propos, c'est que pour la plupart des maladies fréquentes, nous sommes tous des histoires nous avons des trajectoires de vie qui nous ont exposés par l'environnement, par l'alimentation, par le travail qu'on a fait, par souvent en plus le genre des personnes. Les expositions ne sont pas les mêmes selon le genre. Et tout ça se combine avec nos gènes pour faire des risques qui sont extrêmement variables et très difficiles à prédire. Donc la prédiction génétique pour faire de la prévention, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui n'a pas l'efficacité démontrée requise pour qu'on envisage de mettre des grands programmes de tests. Voilà. En revanche, dès qu'on sent qu'il y a une utilité clinique aujourd'hui en France,
il y a un soutien qui est même... il n'y a pas énormément de pays qui proposent autant de tests, et peut-être parfois même trop, en fait. Il y a aussi une critique interne de savoir est-ce qu'on n'en fait pas trop, y compris dans le service de soins, dans le système de soins. Mais il y a des investissements publics et des soutiens publics au développement de ce type de tests. Donc, je crois que tout ce qui, aujourd'hui, paraît un tant soit peu un peu crédible, même quand il y a de la controverse sur la question de la génétique et du soin, est fait en France avec le souci d'essayer de faire que tout le monde puisse y accéder, quelle que soit sa condition géographique ou sociale, même si évidemment les inégalités de santé sont telles en France que tout le monde n'y a pas le même accès en pratique. Est-ce que je peux compléter avec une information? Oui, mais vraiment en une minute, parce que là... Non, mais c'est pas grave. Non, mais si, vas-y. Oui, non, c'est pour Catherine, pour compléter. Tu en as peut-être entendu parler, mais le plan France Médecine Génomique est donc en cours d'évaluation. Et les conclusions ne sont pas encore sorties, mais ce qui se dégage probablement, et aussi via l'Académie de médecine, c'est d'encourager un projet pilote en fait, de tests préconceptionnels, en ciblant des gènes de maladies graves traitables à court terme en période pédiatrique, un petit peu comme ce qui est fait dans le projet pilote de dépistage néonatal actuellement. Voilà, c'est juste une info complémentaire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot aussi pour finir. Non, mais moi, très, très rapidement, j'espère ne pas vous avoir complètement embrouillé dans vos réflexions, mais en même temps, je trouve que ça vaut le coup d'embrasser tous les points de vue. Effectivement, moi, j'attache beaucoup de valeur à ce débat. Et je voudrais juste dire en conclusion, c'est vraiment un exercice formidable. Et vous voyez bien parfois comment se positionne le législateur. C'est que nous, on fonctionne exactement comme ça à l'Assemblée nationale, enfin au Parlement en général. Donc, il ne faut pas n'entendre que les débats très polémiques dans l'hémicycle. On travaille en commission sur la base d'auditions. Auditions avec tous les pour, les contre, des acteurs du public, des acteurs du privé. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, je trouve que la valeur de cet exercice, c'est de vous faire travailler, de vous faire mieux comprendre comment... la loi s'élabore aussi, et avec toutes les difficultés, les complexités, puis parfois on penche pour une solution, d'autres, et le lendemain on change encore d'avis. Donc je vous souhaite bon courage dans votre cheminement. Voilà. Merci infiniment à toutes les deux. Merci Madame la députée, merci Madame Bourguin.